Je vous présente très volontiers Chris Boller, qui est au Collège de France, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est membre de l'Académie d'agriculture de France, et que certains d'entre vous connaissent au moins de nom et même de vue, puisqu'on l'a vu effectivement assez souvent dans le cadre des émissions télévisuelles consacrées au programme Tara Océan. Donc il va nous faire part de sa riche expérience dans ce domaine, dans un exposé qu'il a intitulé « Les microbes marqueurs de santé des océans ». Avec M. Hartmann ce matin, nous avons parlé des sols, là nous avons parlé de l'océan. C'est un autre domaine, mais en matière de microbiologie, c'est un domaine excessivement important. Donc pour 20 minutes, Chris, je vous passe la parole. Bon, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Désolé que je dois partir plus tôt que prévu. Mais merci en tout cas pour l'invitation. Je suis très honoré d'être là pour la conférence EPTA académique aujourd'hui. Et justement, alors je vais parler des microbes marqueurs de la santé des océans. Je vais parler de ça notamment dans le cadre du projet Tara Océan, dont je suis directeur scientifique maintenant depuis 2021. Après Eric Karsanti qui a commencé le projet. Alors, les microbes au sein de l'océan, ils sont extrêmement riches. Il y a une variété vraiment énorme. Et je pense que c'est utile de considérer les microbes marins dans un contexte très similaire au microbiome humain que vous connaissez très bien, sans doute. Le microbiome humain qui assure l'état de bonne santé d'un individuel, qui détermine l'état de bien-être d'un individuel. Bon, c'est un peu pareil dans l'océan. Les microbes au sein de l'océan assurent l'état de santé. Ils sont des bons indicateurs de l'état de santé de l'océan dans un endroit donné. Et ils sont aussi importants pour le bien-être de l'océan. Et comme vous savez tous et toutes, l'océan est très malade aujourd'hui. Donc, c'est ça un peu l'idée qu'on a de microbiome océanique qui assure le bien-être de l'océan. C'est aussi très riche en biomasse qui est un peu différent par rapport à la vie terrestre. En fait, le microbiome océanique représente la plupart de la biomasse dans l'océan. Environ 2/3 de la biomasse de la vie océanique, c'est microscopique. L'autre tiers, 33% environ, c'est ce qu'on voit à la télé, les coraux, les requins, les poissons et tout le reste. Mais la grande partie de la vie océanique, c'est microscopique, c'est donc le microbiome. Et ça distingue vraiment à ce qu'on voit sur Terre. Sur la droite, là, vous avez la biomasse, la distribution de la biomasse sur Terre, la partie terrestre, la partie marine. Et vous voyez, il y a énormément de biomasse terrestre. Ça, c'est notamment les plantes, les arbres, les plantes qu'on voit tout autour de nous. Au sein de l'océan, il y a très peu de biomasse par rapport à ça, même environ 100 fois moins de biomasse au sein de l'océan. Pourtant, son importance pour ce qui concerne la photosynthèse au sein de l'océan et pour ce qui concerne la fixation de l'azote que vous voyez sur les autres de graphiques sont équivalents aux plantes terrestres, aux plantes sur Terre. Donc, malgré leur faible importance en termes de biomasse, ils sont vraiment très importants, équivalents aux plantes sur Terre pour ce qui concerne la photosynthèse, la captation de CO2 depuis l'atmosphère et également pour la fixation de l'azote. Donc, vous voyez déjà l'importance de ce monde pour le bien-être de notre planète en général. Mais alors, si on va un peu plus en détail pour voir un peu les liens entre l'état de santé de l'océan et l'état de santé de l'homme,
on peut considérer plusieurs aspects. Il y a les effets indirects dont je viens de parler, la génération d'oxygène grâce à la photosynthèse, séquestration de CO2 dans l'océan, régulation du climat, etc. Et au-delà de ça, il y a aussi les effets directs. La moitié de la population se trouve très près de la mer dans le monde. Eux, ils sont particulièrement exposés à la consommation des aliments contaminés, les fruits de mer par exemple. Ils sont des fois exposés à l'eau polluée. Ils sont également exposés aux toxines qui proviennent des algues. Le microbiome marine en général peut être considéré aussi comme source bioressource pour les nouveaux médicaments. Il y a plusieurs exemples que je n'ai pas le temps de citer. Donc c'est aussi très intéressant, c'est un trésor très riche pour exploiter dans le cadre de la biomédecine, l'industrie, etc. Et le microbiome océanique, c'est également très impliqué dans la transmission de certaines maladies. Peut-être le plus connu, que même si vous n'êtes pas océanographe, si vous êtes plutôt médecin, vous allez savoir du paradigme du choléra. Le fait que Vibrio cholera, c'est une bactérie endémique dans l'océan. Et la transmission de choléra vers l'homme, c'est très, très, très influencé par le passage de ce bactérie depuis l'océan vers les petits villages en Inde, en Bangladesh, etc. C'est un lien qui a été découvert notamment par Rita Colwell dans les années 90, qui est un exemple très, très connu, ce lien entre la santé humaine et l'océan. Donc voilà quelques exemples. Dans le cadre de Terra Océan, on était intéressé notamment à explorer ce monde microscopique au sein de l'océan, à travers d'abord une expédition sur 4 ans sur la goélette Tara, pendant laquelle on a échantillonné 210 stations partout dans le monde, vous voyez la carte, et on a ramené sur Terre environ 40 000 échantillons, avec lesquels on a commencé à faire les études de génomique, notamment grâce au génoscope, et aussi de l'imagerie microscopique grâce à l'EMBL en Heidelberg. Et depuis que l'expédition s'est achevée en 2013, on a commencé à publier. On a le consortium Tara aujourd'hui a publié autour de 150 publications. Des fois dans les reviews de très bonne qualité que vous voyez sur l'écran. Et ce qu'on a décrit dans ces papiers, c'est un peu résumé ici pour ce qui concerne le microbiome océanique, pour ce qui concerne la partie prokaryote. Il y a environ 35 000 types différents de prokaryotes. On a décortiqué de l'ordre de 47 millions de gènes prokaryotes. Pour ce qui concerne les virus, double brin ADN, on a identifié de l'ordre de 200 000 types différents de virus. Et pour ce qui concerne les eucaryotes unicellulaires, on a décrit de l'ordre de 130 000 types différents, contenant de l'ordre de 116 millions de gènes. Donc voilà, c'est vraiment un trésor incroyable qu'on a récolté grâce à ce projet. Et dans le cadre de cette conférence aujourd'hui, je voulais juste donner quelques exemples de ce qu'on arrive à comprendre sur les liens entre l'océan, la vie océanique et la santé humaine, à travers quelques exemples. Et je vais parler d'abord d'une étude qu'on a faite dans mon laboratoire sur comment la biodiversité planctonique du microbiome risque de changer dans le siècle à venir. On a pu faire ça grâce d'abord à l'échantillonnage qu'on a fait en Arctique. Donc grâce à ça, on a vraiment une couverture globale de l'océan
à l'échelle vraiment planétaire. Aujourd'hui, c'est encore plus riche vu la difficulté d'accéder à côté russe de l'Arctique. Mais ça, on a fait en 2013. Et grâce alors à ce jeu de données global, on a pu construire les cartes qui montrent la biodiversité de différents types de micro-organismes au sein de l'océan. Vous voyez là les protistes parasitiques, les eucaryotes photosynthétiques comme quelques exemples. Et là, vous voyez les gradients latitudinaux de diversité. Donc la richesse de diversité, c'est plus élevé autour des tropiques et il se baisse en allant vers les pôles. C'est un pattern qu'on voit sur Terre également. C'était Alexander von Humboldt, le premier à décrire ça, à observer ça il y a plus de 200 ans maintenant. Donc, on a vérifié que ça existe le même gradient latitudinal de diversité au sein de l'océan, qui n'était pas évident avant d'étudier ça. Donc, ça, c'était déjà un premier point. Le deuxième point, alors, avec ces cartes sur la distribution de la biodiversité et de différents types de plancton, on pourrait aller faire les projections sur comment cette diversité risque de changer dans l'avenir. Quand l'océan va changer, la température va augmenter, l'acidification va continuer dans les décennies à venir. Ce qu'on a fait, on a pris les modèles du GIEC, de l'IPCC, les modèles du GIEC qui projettent comment sera l'océan dans 100 ans, en termes de température, en termes d'acidification, etc. Donc, on a pris cet océan virtuel, on a injecté la biodiversité de différents types de plancton qu'on a pu étudier, et on a fait les projections sur comment la diversité de ces différents types de micro-organismes va changer dans l'avenir. Et vous voyez les cartes sur différents types d'organismes qui montrent les anomalies qu'on attend en termes de diversité, en termes d'augmentation et de chute de biodiversité dans les différentes régions. Peut-être c'est plus informatif de voir les cartes d'anomalies par rapport à la latitude. Vous voyez là la carte, vous voyez là une graphique qui commence en Arctique, qui passe l'équateur et qui va en Antarctique. Et vous voyez les anomalies projetées de différents types de plancton grâce à cette analyse. Et vous voyez, il y a les zones où il y a plus de anomalies projetées par rapport aux autres. Et notamment, ces régions correspondent aux zones très importantes pour la séquestration de CO2 dans l'atmosphère, qui est donc très importante pour la régulation du climat. Il s'agit aussi des zones très importantes pour l'industrie de la pêche. C'est aussi un élément important. Et il s'agit également des zones très importantes concernant où on a aujourd'hui les aires marines protégées. Okay? Donc, ils sont, eux, les zones où on essaie de protéger la biodiversité marine. Et vu qu'on attend les anomalies particulièrement importantes dans ces zones-là, ça veut dire que peut-être il faut prendre un peu plus d'attention sur où on va mettre les AMP dans l'avenir. Donc voilà, ça c'était une petite étude qu'on a fait récemment. Et encore plus récemment, je voulais dire un mot sur les virus ARN, qui sont beaucoup plus difficiles à identifier dans un contexte environnemental. On a fait ça à travers les analyses des polymérases ARN spécifiques des virus ARN. On a récemment publié ça, il y a un mois à peu près. Et voilà ce qu'on a trouvé concernant les virus ARN au sein de l'océan. On a découvert autour de 50 000 types différents de virus ARN. Les plus connus des virus ARN, ils sont les Pisu vericota, où on trouve voilà,
Les coronavirus sont là. Voilà, on n'a pas énormément de coronavirus au sein de l'océan. On a plutôt des autres types de RNA, de virus ARN, notamment un type complètement inconnu jusqu'au présent, qui semble être très ancestral. On connaît vraiment très peu de ça. On a même appelé Tara viricota. On va voir si le nom va rester. Mais voilà, ça montre un peu comment les découvertes s'explosent devant nos yeux quand on commence à gratter sous la surface. Et un autre exemple qui est relevant, je pense, pour aujourd'hui, concerne les bioressources qu'on peut essayer de trouver au sein de l'océan concernant nouveaux médicaments, sources de nouvelles antibiotiques, etc. Et aujourd'hui, c'est possible à partir d'un génome environnemental, un mélange de séquences qui proviennent de différents types d'organismes. Aujourd'hui, c'est possible de reconstruire des génomes individuels des individus de différentes espèces qu'on trouve dans un échantillon donné. Et vu que les prokaryotes, ils ont souvent les clusters des gènes biosynthétiques, donc les gènes qui souvent font les choses dans les voies biosynthétiques communes, c'est possible de reconstruire les clusters des gènes biosynthétiques et imaginer qu'il y a la potentiel pour générer les nouvelles molécules, la chimie qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas auparavant dans la vie. On a fait ça, c'est notamment une étude menée par l'ETH Zurich qui va sortir le mois prochain dans Nature. Et à travers l'étude de ces gènes, de ces clusters de gènes biosynthétiques, les analyses in vitro, on a pu reconstruire les voies biosynthétiques pour les nouvelles molécules qui peuvent avoir un intérêt biomédical, etc. Et juste pour terminer, un mot sur les gènes de résistance aux antibiotiques. Clairement, avec le jeu de données global immense qu'on a, on peut aller voir alors quelle est l'incidence des gènes codifiants pour la résistance aux antibiotiques. Vous voyez là une carte très, très simple qui montre l'incidence des gènes résistance aux antibiotiques par rapport à la distance depuis la Terre, distance depuis la côte. Vous voyez qu'il y a une baisse des gènes de résistance aux antibiotiques le plus qu'on va loin des côtes. C'est attendu voir ce genre de pattern. C'est déjà intéressant. On peut aussi décortiquer ça et voir pays par pays, ville par ville, où on trouve les gènes pour la résistance aux antibiotiques. C'est très intéressant. Je ne vais pas montrer ça, car c'est aussi un peu controversiel. Mais c'est très intéressant comme étude. On va notamment étudier ce lien entre le monde anthropique, les impacts de l'homme sur la planète, sur l'interface Terre-Mer, dans une prochaine expédition que je vous montre là brièvement. C'est un projet qu'on va commencer l'année prochaine en collaboration avec l'EMBL en Allemagne. Et en gros, Tara va faire l'échantillonnage en mer et l'EMBL va fournir un camion, un laboratoire mobile qui va suivre Tara, la Norvège jusqu'en Grèce. Un projet pendant 2 ans à peu près pour vraiment suivre, étudier l'interface terre-mer pour ce qui concerne la résistance aux antibiotiques et pas d'autre chose concernant l'impact anthropique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va lancer l'année prochaine. Dans un contexte un peu exposome que vous connaissez mieux que moi, probablement. L'exposome, c'est utilisé beaucoup dans le monde biomédical pour expliquer un peu comment nous, on réagit à
à notre environnement. On essaie d'utiliser le contexte exposome pour étudier la santé de l'océan. Voilà, donc ça c'est pour l'avenir. Je termine là. Voilà. Vous avez vu, j'espère, l'intérêt et l'importance de mieux étudier le microbiome océanique. Et je remercie mes collègues scientifiques, les partenaires qui ont soutenu ce projet. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bien, merci beaucoup, Chris. Bon, ce vaste monde que vous nous décrivez là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Philippe Sansonetti, deuxième rang. Levez la main assez tôt qu'on puisse vous repérer parce que... Merci, Chris. Je ne suis pas encore debout, voilà. J'ai juste deux questions très brèves sur cet exposé passionnant. La première, c'est tu nous présentes des données qui, autant que je sache, sont des données ce qu'on appelle mésopélagiques, c'est-à-dire plutôt de surface ou sous la surface immédiate. Est-ce qu'on commence aussi, pas par Tara, mais peut-être par d'autres expéditions plus aventureuses vers les fonds marins, à avoir une idée de la biodiversité et de l'évolution de cette biodiversité dans les fonds profonds, voire abyssaux. Et la deuxième question, c'est quelles sont les cellules porteuses de ces virus ARN? Est-ce que ce sont des protozoaires marins simples ou est-ce que ce sont carrément des animaux comme les poissons, quoi? Oui. Merci, Philippe. Oui, notamment, Tara Océan a étudié à peu près les premiers 200 mètres de profondeur de l'océan. Donc, c'est juste la couche superficielle de l'océan. La profondeur moyenne de l'océan, c'est 3700 mètres moyenne. Donc, on a énormément de choses à découvrir, c'est clair. Tara n'a pas les capacités d'aller échantillonner en profondeur. Donc, il faut les navires plus costauds, comme les navires d'Ifremer, pour faire ce genre de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont actifs dans ce domaine. Ils sont clairement très curieux également de découvrir les voies biosynthétiques, les clusters des gènes biosynthétiques, les nouvelles molécules d'intérêt médical et autres dans les sources hydrothermales au fond de l'océan. Donc tout ça, c'est en cours et on va voir les découvertes sûrement dans les décennies à venir. Pour ce qui concerne les virus ARN, oui, c'est une très bonne question. Et en fait, notre approche en virologie océanique, c'est un peu différent par rapport à l'approche traditionnelle biomédicale. En virologie, normalement, on trouve une maladie, on identifie un virus, et on étudie comment ça fonctionne. Dans le cadre des virus océaniques, on ne connaît quasiment rien sur les hôtes, les cycles de pathogénèse. Donc là aussi, il y a énormément de choses à découvrir. Dans la plupart des cas, pour les virus ARN, on ne connaît pas leur hôte. Dans les cas qu'on connaît, ils sont typiquement les eucaryotes, les poissons, certains types de zooplancton, par exemple. Et donc, probablement, la plupart de ces virus ARN, ils exploitent les eucaryotes pour se propager. C'est intéressant aussi, dans les virus océaniques, on voit typiquement, très souvent, les gènes auxiliaires métaboliques. Donc, ils ont volé les gènes de leurs hôtes. Et donc, dans certains virus marins, on trouve aussi les gènes pour la photosynthèse. C'est complètement remarquable. Également, les gènes pour capter des nutriments depuis l'environnement. Et c'est également le cas pour ces virus ARN, même s'ils sont vraiment très petits. Et l'idée que c'est les virus, une fois qu'ils infectent les autres, ils exploitent les gènes
qui sont exprimés, les gènes virales, pour la photosynthèse, pour la captation des nutriments, etc., pour faire vivre la cellule infectée, pour permettre la propagation des virus. Ça, c'est un peu un paradigme qui est émergé ces dernières décennies dans l'océan. Je crois qu'on ne trouve pas ça dans les virus pathogéniques pour l'homme. Et je ne crois pas qu'on trouve ça dans les virus dans les sols. Peut-être je me trompe. Donc c'est curieux. Bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions dans la salle, Chris, je crois. Monsieur Buisson. Buisson, Académie de médecine. D'abord, félicitations et merci pour cette belle présentation. Moi, j'ai une question. J'ai eu l'attention attirée par la mention que vous avez faite de Vibrio cholerae, qui était décrit effectivement dans le plancton dans les années 70-80, je crois, par Mme Colwell, sous forme viable mais non cultivable. C'était, je crois, dans le golfe du Mexique, et c'était, je pense, à l'origine de cas sporadiques de choléra au bord du golfe du Mexique. Mais comment rattacher cela aux 8 émergences de pandémies de choléra qu'il y a eu à partir des célèbres, enfin, à partir du sud-est asiatique? Est-ce que c'est une bactérie vraiment marine qui est passée, qui est devenue une bactérie pandémique et uniquement chez l'homme? Enfin, est-ce que vous connaissez un peu le lien? On a du mal à rattacher. Je pense que l'idée, c'est ça. Hein. On trouve Vibrio cholerae partout dans l'océan. C'est typiquement dans les intestins de certains zooplanctons. Et c'est vraiment très commun dans l'océan. Et l'idée que ça arrive, que le problème, c'est le contact avec l'homme. Donc normalement, il n'y a aucun problème. Mais quand il y a un contact avec l'homme, dû à d'abord les blooms algales dans le golfe du Mexique, au golfe de Bengale, ensuite les inondations qui amènent l'eau de mer sur la terre. Les gens qui habitent tout près de la côte, ils boivent de l'eau contaminée avec l'eau de mer, avec le vibrio à l'intérieur. Et ça suffit en fait de filtrer de l'eau pour enlever le zooplancton. Avec une petite maille, c'est possible de sari, c'est possible de filtrer de l'eau. Et ça évite les problèmes de contamination. Mais donc l'idée, c'est ça, que c'est dû au phénomène environnemental, les inondations, des eaux contaminées sur Terre, qui ensuite entrent en contact avec l'eau utilisable pour l'eau douce, qui favorise la transmission. Bien, merci beaucoup, Chris Boller. On va vous laisser partir pour essayer de capturer l'avion qui vous attend.